Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur New World Info, donc dans votre émission Direct Santé. Donc aujourd'hui, on est le 1er décembre et on parle de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Donc nous avons comme invité aujourd'hui donc, le professeur Vincent Pitché, qui est coordinateur du secrétariat permanent au Conseil national de lutte contre le sida. Donc professeur, tout va bien, tout se passe bien. Merci beaucoup. on essaie d'y aller. On essaie d'y aller. Ouais. Et puis, comme là, ce jour est important quand même. C'est un grand jour puisque c'est un gros combat que vous menez aussi de votre côté. Et puis avec les patients que vous rencontrez aussi tous les jours. Et puis votre travail que vous faites au sein du Conseil national, professeur. Donc tout à l'heure, on parlait de justement les avancées. Donc au niveau du Togo, donc vous nous avez donné des chiffres aussi, des traitements efficaces qui ont diminué justement avec le temps. Donc on va revenir un peu là-dessus, professeur. Oui, merci. Oui, c'est vrai que l'épidémie est dynamique, heureusement. Le problème qu'on a connu depuis 20 ans, on me dit 40 ans, le VIH existe, le sida existe. Depuis 20 ans, le Togo s'est armé pour mieux lutter efficacement contre le virus et on a quelques progrès, notamment la réduction de nos infections, la réduction des décès et le fait que la prise en charge est décentralisée sur l'étendue du territoire. Dans tous les districts sanitaires du pays, on peut avoir accès au dépistage, on peut avoir accès au traitement. Les communautaires jouent un grand rôle important, ils constituent un continuum de soins qui font le lien entre les structures de santé et la communauté. Et donc ce maillage permet de bien organiser la lutte contre le VIH-Sida depuis la prévention jusqu'au traitement, mais aussi le suivi. Le État togolais a un engagement très fort au plus haut niveau. D'ailleurs, le CNLS est présidé par le chef de l'État, qui est président du CNLS. Nous sommes le secrétariat permanent. Et donc, il y a des orientations qui sont données chaque année pour aller efficacement dans la lutte. Ça permet de mobiliser des ressources avec les partenaires, de continuer par mettre en œuvre les plans stratégiques que nous élaborons. Actuellement, nous sommes dans les ODD, le Togo a souscrit ces ODD, Office de développement durable, dont l'ODD 3, et que d'ici 2030, qu'on arrive à éliminer le sida comme problème de santé publique. C'est-à-dire c'est un objectif important, donc nous y travaillons. Ça ne veut pas dire qu'en 2030, il n'y a pas de VIH, mais il y aura toujours de VIH. Mais le sida en tant que problème de santé publique, c'est d'arriver à vraiment l'éliminer, quoi. Donc c'est un objectif international et nous progressons avec l'objectif de 90, nous sommes maintenant en objectif 95. Ouais, 95. Ouais, on est parti à 90 pour 2020. Ouais. Maintenant, nous sommes à 95, nous visons 95 pour 2025. C'est-à-dire 95% des personnes VIH au Togo doivent connaître le statut. Ouais. C'est ça le premier 95. Le second 95% des gens qui connaissent le statut doivent être sous médicaments antirétroviral. Oui. Et le troisième 95% des personnes qui sont sous traitement antirétroviral doivent avoir les charges virales indétectables, c'est-à-dire que le virus doit disparaître. Zéro charge virale. Juste pour montrer que si le 390 est vraiment atteint, on va réduire le risque de transmission vers 0. Voilà, qu'il y a du boulot et puis on vous encourage, on nous encourage tous puisque mais je pense quand même que le Togo fait quand même du bon boulot parce que quand vous lisez quand même l'actualité, il y a un très grand progrès. J'ai même récemment appris que lors de la dernière constitution sur les ressources des fonds, le Togo a participé à un taux de $1 million. Voilà, oui, carrément. Donc, voilà. Oui, c'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'on est bénéficiaire, mais il faut dire que c'est ce que je dis tantôt, l'engagement des plus hautes autorités. Le président Faure Gnassingbé, qui est président du CNLS, a été pendant longtemps champion du Fonds mondial. C'est-à-dire, il fait partie de 3 présidents avec Macky Sall, Ouattara, qui étaient pendant longtemps champion du Fonds mondial. Wow. Et tous les 2 ans, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le palud, qui a été mis en place par Kofi Annan pour aider les pays à reconstruire ces fonds. Et déjà à Montréal, le Togo était président du chef de l'État. Le Togo a contribué à ce fonds à hauteur de $1 million. Et récemment, en 2019, à Lyon, sous la présidence de Macron, le Togo aussi a participé $1 million pour alimenter ce fonds pour qu'il nous revienne. En fait, par exemple, je vous donne l'exemple. Ce fonds, le Togo a bénéficié de fonds mondiaux d'à peu près pour le VIH sur 3 ans de 40 millions d'euros. Pour 3 ans. Ça permet pour l'achat de médicaments, les intrants, la prise en charge.
Ça, c'est le dossier international, mais chacun doit participer un peu. Donc, c'est pour montrer l'engagement des pays. On peut ne pas, tous les pays ne contribuent pas, mais c'est pour montrer le leadership de président de la République, Capitaine Céleste, qui est imprégné des problèmes et qui intervient dans le domaine de la santé, et particulièrement dans le domaine du VIH, et qui comprend que notre pays fait des progrès et notre pays peut participer à cette solidarité internationale et non pas rester seulement simple bénéficiaire, quoi. Donc les actions sont menées de toute façon puisque ces fonds-là ont servi vraiment à... Oui, ces fonds qui permettent au gouvernement, plus ces fonds propres, évidemment le gouvernement finance celui de l'État, la santé, le VIH, mais aussi les partenaires de développement, notamment par le Fonds mondial, financent le VIH, financent la lutte contre la tuberculose, la lutte contre le paludisme, notamment achat de moustiquaires imprégnés, le traitement des femmes enceintes. Donc ce fonds a été mis en place tous les 3 ans, il est reconstitué pour pouvoir financer ces 3 maladies prioritaires pour la communauté internationale. On va passer sur la deuxième vidéo, juste avant de répondre aux questions de nos téléspectateurs. On a une deuxième vidéo donc, qui parle justement des modes de transmission, comment... la prévention surtout. Donc, deuxième vidéo, s'il vous plaît, la régie. Vous connaissez les moyens de protection? Oui, il y a plusieurs moyens de protection. L'utilisation du préservatif, comme l'abstinence, et le reste ensuite. Et vous-même, vous en utilisez? Non. Parce que moi, je suis déjà mariée. Un choix de partenaire, genre un choix unique, tu vois. Et vous en utilisez, les moyens de protection? Oui, ça m'arrive. Il faut les préservatifs pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Il faut aussi se dépister de temps en temps. Très bien. Et vous en utilisez? Les moyens de protection, effectivement. Être très vigilant en face des objets sous et de son. Il y a le port du préservatif. Il faut aussi pratiquer l'abstinence si on peut et être vigilant, faire attention aux objets tranchants qui sont déjà utilisés. D'accord. Et vous en utilisez? Ah oui. Il y a l'abstinence sexuelle, le port de préservatif. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais. Vous en utilisez? Bon, moi personnellement, je suis pas en relation pour dire que je vais utiliser les moyens de protection. Je suis puceau, je ne suis pas vierge. En fait, les boîtes d'ordre, mais peut-être comme il y avait partenaire, il y avait un test. Même le il y avait la terme qui me dit, voilà, là, nous avons côté. Quand on a la zone alcool, on se passe à deux grands, quand on a la zone. Est-ce que maintenant, ils ont un moyen de protection? Si c'est non, ma belle. Je suis un condom. Yo, tu as ma belle. So kuro condom nti. Wa konya kengba ho. Pour que dagmanyo. La protéger le condom. Pour que y ait des partenaires use. Est-ce que maintenant ils en ont? Mala qui utilisé. Bon, la santé se protéger. Et il y a plus de préservatifs. Voilà. Et on doit en avoir? Ah bon. Il y a sur la scie et la scie. Donc, il faut bien mettre une analyse. Bah justement, professeur, on a vu un petit peu le port de préservatifs. Est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes, ils en utilisent? C'était la question phare, docteur Fissal. C'était très drôle ce jour-là, mais au moins, il y a beaucoup d'hésitation quand même. Ouais. Bon, il faut dire, c'est courageux, évidemment, il y a le micro, les gens sont un peu intimidés, mais c'est vrai que la prévention, c'est la mère des stratégies. C'est-à-dire que pour nous, il faut que les gens ne soient pas infectés. Oui. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des médicaments, mais il vaut mieux ne pas être infecté. Donc vraiment, la stratégie actuelle, c'est comment amener notamment la jeune génération. Nous, les anciens, on peut dire on n'était pas au courant, on n'était pas informés. Mais actuellement, en 2021, on doit faire tout. C'est pour ça encore, on remercie les médias de continuer par parler de VIH. Pas seulement, déjà, à l'occasion de Premier Mondial, c'est bien, mais continuer par en parler pour que nos enfants, nos jeunes sœurs,
nos petits frères, nos sœurs ne soient pas infectés parce qu'on a des moyens actuels de ne pas être contaminés par le VIH. Et dans la stratégie classique ABCD, qu'on enseigne à l'école ou bien en ma sensibilisation, A, c'est l'abstinence, reporter au maximum les premiers rapports sexuels pour les jeunes. B, la bonne fidélité, que ce soit dans le couple, que tous les partenaires soient fidèles l'un à l'autre. Donc, C, c'est le condom. Utiliser le préservatif, vraiment si on ne connaît pas son statut, puis c'est un facteur de risque. D, le dépistage. Oui. C'est vraiment, cette ABCD-là permet vraiment de donner les moyens à tout le monde. Ceux qui peuvent s'abstenir ou s'abstiennent, ceux qui peuvent le condom l'utilisent, et ceux qui le dépistage c'est important également, et la bonne fidélité, comme l'a dit la jeune femme, l'a dit oui, elle est mariée, elle a un enfant, et donc peut-être qu'elle c'est pas le condom quoi, c'est que la fidélité dans qu'elle utilise, c'est la fidélité dans le couple. Nous on insiste sur la bonne fidélité souvent. C'est souvent, il ne faut pas que ce soit unilatéral. La femme est fidèle, l'homme, on voit que dans le couple souvent c'est l'homme qui ramène la maladie de l'extérieur, qui contamine dehors, il vient contaminer sa femme, qui contamine son enfant, et l'enfant naît séropositif. Ça concerne un drame, il faut traiter la femme, l'enfant, et parfois le mari qui est contaminé vient tardivement parce qu'il ne veut pas se faire dépister, la peur, et vient tardivement, et donc ça crée un problème. Donc s'il y a une bonne fidélité, c'est une bonne chose. Ou vice versa aussi, la femme qui ramène la maladie. Oui, mais c'est que dans la pratique, il faut dire, hein, c'est parce qu'on est, d'où l'importance d'intégrer l'aspect genre. Actuellement, on parle de genre dans les programmes de santé publique. Oui. On se rend compte que la femme a le lourd fardeau. Pourquoi la femme a le lourd fardeau? Elle est contaminée par quelqu'un, elle ne contamine pas les hommes. Je vous donne l'exemple, la prévalence chez la femme est 2 fois plus élevée que chez l'homme. Et la prévalence chez l'adolescente de 15-24 ans est 3 fois plus élevée que le jeune adolescent de même âge. Mais elle prend ça quelque part. Ça dit que les femmes ne continuent pas à subir le VIH, et sur le plan de santé sexuelle, on connaît le gap en termes de genre, côté féminin. Donc, doit amener les hommes à être responsables, à suivre les responsabilités, et ne pas toujours faire porter le fardeau, la culpabilité. C'est qui a fait l'adultère. En général, quand on fait l'adultère, souvent c'est côté femme, mais l'homme, on ne dit pas grand-chose. Et donc, continuez pas à dire que dans le couple, que ce soit des copains, copines, élèves ou pas, que les deux ont la même charge de responsabilité, parce que la maladie s'attrape à 2 minimum, ou bien à 3, mais chacun doit prendre sa part de responsabilité, donc pas toujours culpabiliser. Je parle des problèmes de stigmatisation qu'on a actuellement. On a des centres de santé, les femmes ne viennent pas, ou les gens ont peur, mais souvent, quand c'est la femme, d'autres femmes, ça commence, on voit encore des tantes, la grande famille vient sortir la femme de la maison, parce que oui, elle est contaminée, c'est elle la fautive, sans même connaître le statut de l'homme. La famille doit la femme directement. Donc ça, c'est vraiment des vrais problèmes de genre qu'on doit intégrer dans nos messages, dans nos programmes, pour un peu... Sinon, on va toujours prendre le problème d'un seul côté. Or, c'est les gens de maladie où les gens attrapent la maladie au minimum à 2. Oui. Et donc, il faut voir aussi la responsabilité masculine. Oui. J'ai une question de M. Marc qui veut savoir, pour une personne qui vit avec le VIH-Sida, comment est-ce que c'est facile de s'intégrer dans la société? Oui, parfaitement. Ce que j'ai dit tantôt, maintenant, le traitement est vraiment simple. C'est le VIH-Sida, le traitement est simple. Il suffit d'aller voir son médecin, un centre de prise en charge, vous êtes soumis au traitement. Et quand on prend régulièrement le traitement, elle n'a pas de symptômes. D'où encore l'importance, l'aspect VIH. On a le virus dans le sang, et l'aspect sida qui fait que la personne est malade, affaiblie, parfois à l'hôpital. Et donc c'est facile normalement parce que c'est pas visible sur le corps, et donc les gens vivent normalement. Et c'est le gros challenge actuellement qui fait que la plupart des gens ne sont pas dans les hôpitaux, ne sont pas malades, et donc ne continuent pas à transmettre. Oui. Et donc c'est pas écrit sur la face de la personne, et donc c'est très important de dire aux gens qu'on ne peut pas de façon visuelle dire tel a le sida, tel n'a pas. Je peux avoir un rapport sexuel avec telle femme ou tel homme parce qu'elle n'est pas malade alors qu'elle a le virus. Donc normalement, les gens vivent normalement, les 80 000 personnes vivent normalement. Ils sont comme vous et moi, c'est des collègues de service, c'est des gens que vous connaissez dans votre milieu. Mais bon, donc le secret veut qu'on ne divulgue pas le statut sérologique. C'est ça. J'ai aussi M. Franck qui veut savoir, parce qu'il est séropositif, il veut se mettre en couple, et il demande s'il doit dire à sa copine ou pas.
L'idéal, oui, parce que dans un couple, il vaut mieux se dire la vérité, tôt ou tard, sinon après. Sinon, ça serait difficile. C'est vrai que c'est des cas particuliers qu'on peut pas mettre. Souvent, nous, on conseille quand même de dire à la personne que, écoutez, voici mon statut. Surtout que s'il est séropositif, il est sous traitement, il a charge indétectable, il n'y a pas de transmission. Mais quand même, il faut dire, parce que comment vous allez avoir un rapport sexuel avec votre ami, si vous ne lui dites pas que vous êtes séropositif, est-ce que vous allez protéger tout le temps? Il va vous poser des questions, il va me total lui dire. Après, s'il y a l'amour, je pense que moi je connais plein de couples sérodiscordants qui vivent ensemble, hein, soit la femme est positive, l'homme est négatif, ou vice-versa, et il n'y a aucun souci. Mais je pense que quand même que c'est un bon début. S'il commence à s'inquiéter sur le fait de dire à sa partenaire, c'est parce qu'il ne veut pas sûrement la perdre. Donc, Monsieur Franck, une raison de plus pour vous d'aller vous faire dépister et vous mettre sous traitement. Voilà, c'est le meilleur moyen de protéger et de garder votre partenaire. Et voilà. J'ai Monsieur Kodjo qui veut savoir si l'État crée des emplois pour des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pas spécialement. C'est-à-dire que l'État crée des emplois pour tous les Togolais. Mais pas spécialement dit VIH, voici ton emploi, tuberculose, voici ton emploi. Pas Je pense que c'est pour éviter ce mode de contamination. Non, parce que peut-être que vous avez vu, qu'est-ce qui crée le problème de stigmatisation, de discrimination dans le pays? C'est la non-maîtrise des voies de non-contamination. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent pas croire que ce serait la main. Oui. Ça donne le sida, boire dans le même verre, c'est infecté, utiliser les mêmes toilettes, coucher sur le même lit, la même natte, et donc ça crée ces problèmes de fiction, qui fait que les gens disent « Ah, il a le VIH, donc peut-être que mon collègue de bureau, il ne faut pas utiliser les mêmes toilettes ». C'est ça qui crée le problème de stigmatisation. Donc l'État crée des emplois pour tout le monde, toutes les personnes vulnérables. Quand il y a des transferts monétaires pour les vulnérables, les populations dedans en bénéficient. S'il y a des emplois pour les jeunes qui est comptable, médecin, menuisier ou artisan, si le PVVH il est en bonne santé, il doit postuler, mais il n'y a pas d'emploi particulier. Mais l'État a quand même pris une loi depuis 2005 pour éviter c'est ce qu'on appelle la loi portant protection des personnes atteintes de VIH, qui a été menée en 2010, votée par le Parlement, qui ne discrimine pas le statut VIH. Donc on ne peut pas vous refuser un emploi parce que vous êtes PVVH, on ne peut pas vous refuser un prêt parce que vous êtes PVVH, on ne peut pas vous refuser un loyer, c'est condamné par la loi. Donc c'est pour dire que c'est une loi qui protège les gens. Parce que au début les gens avaient peur, on dit il est PVVH, donc s'il est en banque, peut-être qu'il va mourir dans 3 mois, donc c'est pas la peine de faire un prêt. Maintenant, cette loi-là protège les PVVH contre ces aspects de discrimination institutionnelle et aussi professionnelle et sociale. Et surtout qu'il n'y a aucune règle qui exige le statut. Oui. Non, malheureusement, sur votre CV. Quoi. Non, c'est pas que c'était un peu sournois à l'époque. C'est-à-dire que vous savez que pour faire un prêt, je donne l'exemple de banque, pour faire un prêt, on vous demande votre bilan santé. Oui, ça, si vous êtes honnête, vous dites j'ai le cancer, j'ai le diabète, j'ai le VIH. Et parfois, on peut prendre le fait que vous avez le VIH pour ne pas vous donner. Pendant longtemps, il y a des pays qui donnent le visa. Souvenez-vous, c'est Obama qui en 2008 aux États-Unis qui a exclu le fait de PVH, exclu de le VIH dans les visas, dans les critères. Bon, ça vous dire qu'il y a des pays assez avancés qui mettaient ce genre de barrières. Au Togo, ces barrières, en tout cas au niveau territorial, interdit. Et donc l'emploi, le logement, les prêts, avoir accès à un métier. C'est accessible à tous. À tous. On arrive à la fin de l'émission, professeur. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à chaque fois, selon les thèmes. Donc, sur notre numéro WhatsApp qui est à votre disposition, le +228 79 84 27 52, et notre page Facebook Direct Santé, tout simplement. Un grand merci à vous, professeur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on espère vous revoir très très bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, docteur Faisal, une petite conclusion avant de terminer. Non, vous l'avez suivi, vous l'avez suivi depuis chez vous. Vous l'aurez remarqué, le pilier principal, c'est la prévention. D'accord ? Cette prévention passe d'abord par la maîtrise des moyens de transmission. Et voilà, ensuite, partager l'information autour de vous, sensibiliser, discuter, éviter d'écarter les personnes qui sont atteintes de VIH, éviter la stigmatisation. Et je pense que tout ira pour le mieux. Voilà. Exactement. Un grand merci à vous. Très belle journée. On se retrouve demain.